Ce printemps, j'ai été prise d'une folie d'imaginaire. J'avais besoin de science-fiction, de fantasy, d'horreur, à la fois de réfléchir sur le monde et de plonger dans des atmosphères étranges, voire inquiétantes. J'y ai notamment croisé 2 livres de science-fiction d'une qualité que j'aimerais croiser beaucoup plus souvent. Bref, voici tout ce que j'ai lu pendant cette cure littéraire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. On commence avec l'une de ces 2 pépites de science-fiction, il s'agit de la bande dessinée Epiphania de Ludovic de Burn. Alors qu'un homme et une femme essaient de sauver leur couple en participant à une thérapie collective, des météorites semblent s'abattre sur la Terre et provoquent des tsunamis destructeurs. Peu de temps après, des bébés humanoïdes sortent de Terre, l'homme, désormais veuf, en découvre un dans son jardin. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Sont-ils intégrables à la société occidentale des hommes? Ce n'est que le début d'une longue série de questions. C'est une série en 3 tomes, il existe aussi une intégrale. Je vais vous parler des tomes séparément parce qu'ils ont chacun leur saveur particulière. Le premier tome a une structure un peu spéciale avec beaucoup d'ellipses, parce qu'il nous donne des événements clés pour comprendre l'évolution de ces êtres et la société dans laquelle ils sont apparus. Le regard est placé au niveau des personnages, l'homme est celui qui est devenu son fils, mais aussi au niveau des médias, c'est-à-dire les gouvernements, les médecins, les psychologues et autres spécialistes des médias. Donc le premier tome pose les enjeux de l'univers et interroge cette nouvelle situation dans laquelle il y a eu un bouleversement, notamment de la frontière entre les hommes et les animaux. À ce moment-là de ma lecture, j'étais très intriguée, mais là où j'ai commencé à vraiment accrocher, c'est avec le tome 2. On est beaucoup plus au niveau des personnages, l'intrigue est plus resserrée et plus classique avec des rebondissements. On a des personnages qui évoluent, qui tissent des liens, des nouveaux qui arrivent, et puis des révélations sur l'univers. Et ce qui est fort, c'est que la réflexion n'en pâtit pas pour autant. Au contraire, elle prend encore davantage d'ampleur parce qu'elle s'étend à encore plus de sujets. Et tout ça lié au fait que les personnages nous deviennent de plus en plus proches et qu'on est de plus en plus investi dans l'histoire. Bon, vous l'aurez compris, c'est de loin mon tome préféré, surtout que je trouve que le scénario et le dessin arrive à une harmonie encore supérieure à celle du premier tome. Je dois toutefois nuancer un tout petit peu mon enthousiasme, mais uniquement pour mon ressenti de lectrice. Le deuxième tome est parfait, mais le troisième tome opère un changement de dessin, mais aussi dans la narration. On retrouve des codes qui sont beaucoup plus proches de ceux du premier tome, et ça fait sens parce qu'on dézoome pour retrouver la grande histoire, mais moi ça m'a moins touchée et donc ça m'a moins plu. Il y a un dessin qui est un peu plus agressif, il y a beaucoup d'ellipses, de plusieurs mois parfois, avec des cases qui les résument, sans forcément donner à voir les moments. Donc on s'attarde beaucoup moins sur les personnages et davantage sur le destin de l'humanité et de ces nouveaux êtres. Donc c'est un choix qui est tout à fait justifié, qui sert l'histoire, qui permet aussi à l'auteur d'exprimer sa singularité et la singularité de ce qu'il nous raconte, au risque peut-être de larguer un peu certains lecteurs comme moi. Hein, que voulez-vous, je suis mainstream. Dans tous les cas, c'est une excellente bande dessinée, un très bon récit de science-fiction. Voilà, c'est l'une des meilleures que j'ai lues depuis longtemps et je vous la conseille vivement. Ces derniers temps, j'avais donc besoin de m'évader parfois dans quelque chose d'un peu glauque, je me suis tournée vers McDowell avec Lune froide sur Babylone. Dans une petite ville du sud des États-Unis, une jeune fille est violemment assassinée. On découvre rapidement qui, pourquoi, et surtout que les morts ne vont pas rester tranquilles, mais vont entreprendre de se venger. Pour ce qui est de l'ambiance poisseuse, moite et sordide, j'étais servie. Tout y est à la fois tranquille et menaçant, on sent la petite ville faussement paisible, notamment habité par des tensions entre une minorité riche et la majorité des gens, des fermiers notamment, toujours trop proches de la misère. Le cocktail est réussi, donc vous imaginez bien qu'on a des rumeurs, des secrets de famille, le poids de la respectabilité, l'avidité, l'appât du gain, la violence. On est chez McDowell, on est bien. Et à cela s'ajoute un surnaturel gore, sanglant, probablement l'un des plus trash que j'ai lu de McDowell dans ceux qui sont sortis en français. C'est réellement horrifiant, avec ce côté répugnant et en même temps jouissif de l'énormité. Et il y a cette vengeance que l'on sent très tôt se dessiner, qui plane constamment sur les personnages comme une menace latente. Donc il y a un effet glaçant et en même temps saisissant de certaines scènes où voilà, le truc se rapproche. Mais à mon sens, c'est pas très bien dosé parce que le revers de ça,
c'est que finalement, on le voit venir de si loin, et que c'est un peu long, quoi. Le truc fait 500 pages. Et donc chaque scène un peu marquante donne un peu l'impression d'une répétition générale. Moi, au bout d'un moment, ça m'a quand même un peu lassé, et ça a tué le suspense, quoi. Le roman semble un peu trop simple et un peu trop répétitif compte tenu de sa longueur. Après, c'est l'un de ses premiers à McDowell, donc ça fait sens, et en même temps, on retrouve quand même ce talent, cette atmosphère, ce frisson qui est là, et on est content, quoi. Un roman de science-fiction qui n'est pas ma deuxième grande découverte, mais qui était bien quand même, il s'agit de After d'Orian Welton. C'est le prix Utopial 2021. Dans une société où un petit groupe vit dans la savane à l'ombre d'un baobab, 2 villageois vont être envoyés dans les terres renoncées afin de découvrir ce qui a pu arriver aux humains qui les ont précédés. Il s'agit donc d'une quête archéologique à la recherche d'un passé oublié. Ce qui fait l'intérêt majeur de ce livre, c'est qu'il y a une quête à double niveau. Le premier, c'est l'intrigue en elle-même, donc la quête des personnages, que s'est-il passé, sachant qu'on comprend rapidement que la zone qu'ils explorent correspond à Paris. Voilà, qu'est-il arrivé à l'humanité? Le deuxième, c'est la quête du lecteur sur les personnages et l'univers qu'il est en train de lire, parce que l'écriture est neutre, et donc on comprend rapidement que cette nouvelle société humaine vit selon d'autres règles. Il est dit qu'elle est basée sur le dogme, qui insiste sur l'humilité, la stricte égalité, la répétition de la même journée, voilà, plein de choses étranges qui attisent la curiosité. Donc il y a un décalage qui est très amusant dans toute la partie enquête, parce que les personnages tombent sur des éléments qui nous sont familiers. Par exemple, ils vont se retrouver devant une porte dans les ruines archéologiques et se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, cette espèce de chose plate avec 2 petits trucs, manifestement ça bouge comme ça. Voilà, nous on comprend tout de suite que c'est une porte. Voilà, il y a un jeu comme ça qui est vraiment amusant à la lecture. Donc ça questionne aussi nos pratiques actuelles, donc celles du lecteur. Donc il y a un petit côté lettre persane, l'étranger naïf qui, par ses remarques, quand même pointe du doigt certaines choses qui ne vont pas de soi, hein, finalement. C'est assez prenant, finalement, parce qu'on est pris dans leur quotidien un peu pépère de leur fouille archéologique, et en même temps, on a des indices un peu tout le temps, donc on a trop envie de savoir ce qui est arrivé à l'humanité, et comment elle est aujourd'hui. Surtout que cette quête qui anime les personnages va les changer, parce qu'ils se retrouvent dans une relation et une situation qui n'est pas la même que dans leur village sous le baobab. Donc il y a aussi une aventure émotionnelle qui se joue, et qui crée un attachement au personnage. Je n'en dis pas plus parce que vous l'aurez compris, le plaisir réside dans le fait de regarder les personnages assembler les indices, et en tant que lecteur, assembler également de son côté tous les éléments pour avoir une vision globale de ce qui s'est passé. On est un peu là en train de lire et en se disant « je veux des réponses !» Cet équilibre entre questions, indices, réponses est très bien fait et sans artifice, c'est assez subtil et franchement c'est malin. Par contre, j'ai été moins convaincue par la toute fin du roman, peut-être le dernier tiers. Ça s'accélère, il y a de l'action, il y a encore plus de réponses. Mais moi, ça m'a semblé quand même très en dessous du reste. Ça va vite, mais c'est un peu convenu. Ça ne s'est pas fini en apothéose, comme ça aurait dû, je pense, mais plutôt en ah d'accord, pourquoi pas. Donc c'est une lecture qui est restée plaisante malgré tout, et qui m'a procuré des sensations vraiment différentes de ce que je peux lire habituellement. J'ai aussi été prise d'une pulsion fantasy, et j'ai lu le 2e tome de La Tour de Garde, ou le 1er tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier. Ce sont 2 trilogies qui peuvent se lire séparément ou ensemble, en alternant et en commençant par La Capitale du Sud. J'avais lu le 1er tome de La Tour de Garde, donc de Guillaume Chamanadjian, qui ne m'avait pas particulièrement marqué, mais j'ai eu envie de lire celui de Claire Duvivier, parce que j'aime bien l'autrice. Voilà, tout simplement. On est dans une ville portuaire de fantasy, à l'image de celle de Hollande ou de Belgique au moment où le commerce y était florissant, donc au XVIe, XVIIe siècle. On suit une héroïne qui est une jeune femme et qui fait partie d'une famille aisée, et elle va, avec ses amis, découvrir la réalité des tensions politiques et sociales qui traversent sa ville, mais aussi que la magie existe et qu'elle n'est pas forcément bénéfique. Alors je m'attendais à lire de la fantasy adulte, et en réalité c'est beaucoup plus jeunesse, ado ou young adult, avec les bons et les mauvais côtés des codes de ce genre. Ça avance bien, il y a des surprises, les personnages évoluent dans leur vision du monde et dans la relation à autrui. C'est divertissant et éducatif sans être trop moralisateur, mais c'est aussi facile, avec des personnages un peu concons qui font des boulettes,
et qui ne brillent pas par la richesse de leur dialogue. Donc c'est un bon divertissement, même si parfois il est un peu irritant compte tenu de l'âge des personnages. Voilà, j'ai été déçue et ça me désole parce que j'aime vraiment bien l'autrice quand je l'entends en table ronde dans les festivals. Elle a des remarques pertinentes sur le travail d'auteur et sur la littérature. Je sais pas si la suite de la série reste dans ce ton-là ou si ça devient plus adulte, donc si vous l'avez lu, dites-moi. J'ai également d'elle Un long voyage, qui j'espère correspondra davantage à ma sensibilité. On termine avec le coup de cœur, la grosse découverte de science-fiction de ces dernières semaines. Il s'agit de L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress. C'est une novella, donc un court roman ou une longue nouvelle. Il a été publié en 1991 et a eu le prix Hugo de la novella. Un homme d'affaires très riche décide de faire modifier génétiquement son enfant à naître afin qu'elle ne dorme pas. Un autre embryon se développe simultanément, 2 jumelles naissent donc, l'une qui dort et l'autre non. Ce qui lui permet d'avoir 8 heures de vie éveillée en plus par jour, 8 heures pour se développer, étudier, penser, ce qui nécessairement a des conséquences. J'ai adoré ce livre, notamment pour la maîtrise technique de l'autrice, qui, en très peu de pages, arrive à ouvrir la réflexion sur les différentes questions que soulève son postulat de départ. Elle met en scène tous les enjeux, pose les questions sans pour autant sacrifier les personnages ou le romanesque. On est vraiment auprès de ses sœurs, et notamment de celle qui ne dort pas. En gros, on la suit de sa naissance à ses 25 ans environ. Grâce à un jeu d'ellipses d'une grande fluidité, on la voit face aux autres, donc face à sa famille, à ses amis, à ses concitoyens, mais aussi face à elle-même. Et donc on suit ses interrogations et les émotions qui les accompagnent. Le livre interroge la place que peuvent avoir de tels individus, donc qui ne dorment pas, qui sont plus intelligents, qui ont des postes avec plus de responsabilités, qui gagnent plus d'argent, qui sont en meilleure santé, et montre la réaction des gens normaux, des dormeurs, face à cette minorité différente, qui, par ses qualités intrinsèques, en plus est amenée à diriger. Et moi, j'avais un peu l'impression d'être dans les meilleurs moments d'X-Men, vous voyez, avec la psychose collective, la discrimination, la violence, la haine, la désinformation, et puis cette solitude. Et tout ça, non pas que de l'extérieur, traité de manière intellectuelle, mais aussi à hauteur de personnages et de sentiments. Et tout ça grâce à la grande finesse psychologique de l'autrice, notamment dans la relation entre les deux sœurs, avec une scène absolument déchirante à la fin, et même quand l'intrigue s'installe avec un peu d'action et de suspense, c'était pas ma partie préférée, mais ça tenait aussi la route. C'est un court roman qui fait confiance à son lecteur et qui n'a pas peur d'être exigeant. En quelques pages, il pose son concept comme un élément qui viendrait perturber l'équilibre d'une société, puis interroge ses enjeux économiques, philosophiques, sociaux, à l'échelle à la fois de la société et des individus. Il analyse avec une grande subtilité les fragilités et les forces des individus, qu'ils soient en groupe ou seuls. C'est brillant, sensible, intelligent, d'une grande justesse. Ça, c'est la science-fiction que j'aime, celle qui n'oublie pas les gens derrière le concept. Je vous invite donc fortement, vous aussi, à vous pencher sur ce livre, L'une rêve, l'autre pas, de Nancy Kress. En plus, si vous aimez X-Men, là je pense que l'on ne peut être que conquis. Je ressors de ces lectures rassasiée d'imaginaire, prête à explorer aussi d'autres champs de la littérature. Bon, jusqu'à la prochaine fois, parce que on ne sait jamais quand ça va frapper à nouveau. D'ailleurs, je suis actuellement prise d'une autre frénésie, en proie à un amour littéraire comme on en a rarement. J'espère vous en parler très bientôt. Suspense. D'ici là, si vous souhaitez voir la chaîne grandir, vous pouvez liker la vidéo, commenter et la partager à vos proches. C'est comme ça que Ça gargouille dans ma tête pourra prendre de l'ampleur petit à petit. Merci et à la prochaine.